Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Attentat suicide dans un camp du MOC à Gao, un kamikaze a tué au moins 40 ex-rebelles et membres des groupes armés pro-gouvernementaux, en plus d'éléments des FAMA en faisant exploser son véhicule ce matin. Mercredi 18 janvier, auditeurs et téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue. Comment expliquer ce genre d'acte dans l'une des régions militaires les plus fortes du pays? À qui profite cet attentat? Quel est l'avenir du MOC durement touché à Gao? Nous ferons le point avec nos invités qui sont Firoun Maïga de la plateforme des groupes armés. On vous avait annoncé Almou Ag Mohamed de la CMA. La technique est en train d'essayer de le joindre. À défaut, nous prendrons Paul Ben, il est journaliste analyste. Il est du côté de Menaka. Cheikh Amadou Diouara, également journaliste du côté de Gao. Le colonel Rissa Ag Sidi Mohamed, coordinateur du MOC, sera également là. En plus de Boubacar Bokoum, il est analyste et politologue. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Fili Dambélé. Le grand dialogue. Plus de 40 morts et de nombreux blessés dans une explosion d'un camp du MOC selon un bilan provisoire. Le président de la République vient d'annoncer plus exactement 60 morts et 115 blessés. L'explosion serait survenue vers 8h40 ce matin à peine 500 mètres de l'aéroport, une zone censée être particulièrement sécurisée. Alors Firoun Maïga, vous êtes de la plateforme des groupes armés, vous avez au nombre des pertes des éléments qui sont malheureusement décédés. Comment expliquer cette attaque au niveau de ce camp du MOC qui est censé être très sécurisé? Merci beaucoup, M. Touré et à Radio Tamani. C'est dur. C'est dur, je ne peux m'exprimer comme ça. C'est des vies maliennes qui sont parties d'une manière très lâche. C'est des forces vives de ce pays que Dieu, dans sa grâce, par la main de quelques personnes incontrôlées, viennent encore de nous affliger une peine. Mais je me dis, Illallah, Dieu est grand. Ce que Dieu fait, c'est ce qui est bien. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que nous acceptons en tant que musulmans. Et je pense que la retenue et tout ce qui peut accompagner cela doit faire preuve. Dire que nous sommes peinés, et nous sommes très peinés pour tous nos frères. Parce que le MOC, c'est la CEMA, c'est la plateforme, c'est le gouvernement. Donc c'est tous les Maliens qui se sont retrouvés pour mettre en œuvre l'accord. Et si aujourd'hui cette situation venait à se faire, c'est pour vous dire que c'est quelque chose de déplorable. Mais paix à l'âme de tous ceux qui sont partis. Ils ne sont pas partis parce que le peuple malien va rester debout ensemble. Et je pense qu'ils viennent de toucher à une fibre de l'unité nationale, parce que le MOC est l'expression de la mise en œuvre consensuelle de l'accord. Et c'est des Maliens. C'est des Maliens, des Touaregs, des Arabes, des Sonraï, des Bambara, des Koulibaly, ainsi de suite, tout ce qui peut se faire. Et je pense que le Mali est en deuil. Et je rejoins la déclaration du président de la République pour effectivement ce deuil de 3 jours que nous acceptons et que nous pensons partager avec lui la douleur, lui qui a la grande responsabilité de ce pays. Alors, je rappelle à nos auditeurs que le président de la République a décrété 3 jours de deuil national. Boubacar Bokoum, vous êtes analyste et politologue. Comment expliquez-vous cette attaque sanglante dans le camp du MOC à Gao? Avant d'analyser les raisons de cette attaque, je profite de l'occasion pour me joindre à mon frère pour présenter toutes mes condoléances à la nation malienne tout entière et particulièrement aux parents des disparus. Et c'est vrai que quand vous regardez aujourd'hui cette attaque, je l'attribue quand même quelque part à un peu de légèreté de la part du système sécuritaire qui, de mon point de vue, n'a pas fonctionné. Ce n'est pas normal. C'est inacceptable qu'une structure comme le MOC se trouve être attaquée dans ces conditions. Alors, il y a lieu qu'on revoie un peu le système sécuritaire. Et je vais revenir un peu en arrière pour dire que c'est vrai, le MOC, je suis entièrement d'accord, je m'inscris dans l'accord, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre l'accent sur la démobilisation et les cantonnements? Parce que j'ai l'impression qu'en allant vers l'opérationnalité et la coordination, il s'agit de coordonner quoi? Une armée est refaite, avec des structures
bien modelée, une bonne intégration. Et j'ai l'impression qu'il y a une étape qui a manqué. Parce qu'aujourd'hui, le schéma aurait dû être quoi? Avoir une armée restructurée qui remonte progressivement. Maintenant, cette armée récomposée va traquer les quelques déchets, si je peux me permettre cette expression. Mais aujourd'hui, nous avons encore des gens incontrôlés, en armes, qui circulent dans toutes ces zones. Avec une grande capacité de Avec une grande capacité, bien sûr, avec une grande capacité de... Je pense que la communauté internationale doit comprendre et nous accompagner sérieusement pour aller à un désarmement complet, un cantonnement effectif de tout ce qui se réclame de cette plateforme, de la CEMA et tout ce qui va avec. Et en ce moment, le MOC, je pense, va être encore plus consistant. Mais une fois de plus, je dis que franchement, le système sécuritaire est à revoir. Merci Boubacar Bokoum. Ilad Ag Mohamed, un des porte-parole de la CMA, est donc en ligne avec nous. Bonsoir Ilad. Bonsoir Tamani. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé ce matin du côté de Gao? Non, Gao, les informations qui nous sont parvenues, c'est que il y a un véhicule miné qui a forcé la porte du MOC avec une certaine facilité incompréhensible et puis qui allait droit sur des hommes regroupés et voilà qui s'est explosé avec des dizaines de morts et de blessés. Alors, merci Ilad. Comment expliquer justement ce genre d'attaque sur un camp du MOC du côté de Gao, à quelques 500 mètres de l'aéroport qui est censé être une zone très sécurisée? Bon, en réalité, la question elle reste posée. Maintenant, moi je crois qu'il y a déjà la zone de Gao est une zone qui a déjà connu un attentat de ce genre suicide. Le camp de l'aménagement, il n'y a pas très longtemps, a été connu une attaque, même si ce n'est pas de la même envergure. Donc je pense qu'aujourd'hui, les hommes qui sont regroupés doivent, la sécurité à ce niveau doit être excessivement améliorée, doit être sérieusement améliorée, je vais dire. Mais je ne comprends pas, jusqu'ici, on est très confus, la facilité avec laquelle un véhicule rempli de plus d'une tonne d'explosifs puisse rentrer dans un camp. Franchement, c'est pourquoi à notre niveau, on a demandé une enquête pour élucider cet acte effroyable. Alors, certaines sources nous font état du fait que le véhicule qui serait, justement le véhicule kamikaze, serait un véhicule du MOC. Est-ce que vous confirmez? Un véhicule du MOC, je ne saurais le dire. Selon les informations qu'on a, c'est une Toyota bâchée de couleur kaki. Et voilà, jusqu'ici, moi je n'ai pas la confirmation comme quoi c'est un véhicule du MOC ou qui porte des signes du MOC. Je n'ai pas la confirmation. Et je crois qu'on doit s'investir au maximum pour bien comprendre comment tout ça s'est passé. Merci Ilad. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Paul Ben est également avec nous. Paul Ben, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Vous êtes du côté de Ménaka. Alors, Paul Ben, est-ce qu'on a déjà une revendication pour cet attentat? Bon, pour l'instant, bonsoir d'abord aux auditeurs de Studio Tamani. Comme prédécesseur, je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont décédés dans cette folle attaque et puis pour les meilleure santé aux blessés. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de revendications. Nous avons suivi comme tout le monde, Ménaka à 300 km environ de Gao. On a suivi avec beaucoup de stupeur cet acte. La revendication pour l'instant n'est pas d'accord faite, mais les pistes que les uns et les autres vont ici, c'est un peu des mécontents de ce processus qui veut le saboter tout cela. Et moi, je l'ai dit il y a quelques semaines. Alors, justement, Paul Ben, à qui profite ce genre d'attaque? Oui, je le disais tantôt, je le disais il y a quelques semaines que le plus de l'Est à venir, parce que la frange de la CMA qui a décidé de venir à Gao pour
marcher avec tous ceux qui veulent mettre en œuvre ce plan de patrouille commune, ou bien du MOC, sont des gens qui seront vus de mauvais yeux, et ils seront combattus, et avec ça il y aura des dégâts collatéraux. Donc moi je crois que ces gens, sans les citer énormément, je crois que c'est les terroristes comme on l'a constaté. Je rebondis un peu à la réaction du politologue que nous avions reçu, qui disait que... Paul Ben, on ne vous entend pas très bien. On va demander à la technique donc d'essayer de vous recontacter. Firoun Maïga, dites-moi, est-ce qu'on doit parler de défaillance sécuritaire, de complicité ou de négligence dans cette attaque-là? Oui, vous savez, à ce stade, je pense que la prudence est de mise. Ces questions, comme l'a dit mon frère, Gao a connu beaucoup de crises pareilles. Les forces les plus organisées qui étaient effectivement supposées être à l'abri de tout ont connu. Nous avons vu des véhicules qui ont sauté de part et gauche, de part et d'autre. Donc ces situations, nous sommes dans un contexte où tout est possible. Alors, tant qu'une enquête ne nous donne pas une solution, ce serait prématuré d'aller en aventure. Justement, comment expliquer que dans le cas de Gao, une des très très fortes régions militaires du pays, avec une forte concentration d'hommes, on a Barkhane, on a les FAMA, on a la plateforme, on a la CMA, on a les Nations Unies, comment expliquer que ce genre d'attaque puisse arriver dans un secteur censé être l'un des plus sécurisés du pays? Oui, mais il faut comprendre Gao par rapport à la sécurité qui entoure Gao, oui, mais il faut voir le MOC aussi. Le MOC, c'est un regroupement de mouvements CEMA, plateforme, FAMA qui se sont retrouvés. Et je pense que dès les premières heures, nous avons vu les difficultés avec lesquelles le MOC a pu être mis en place. Alors, quand on parle de déficit sécuritaire, oui, c'est des éléments qui ne se connaissaient pas, qui viennent se retrouver à un moment donné pour un processus et qui emprunte une démarche que tout le monde connaît. Donc sécurité pour sécurité, en fait il n'y a pas sécurité absolue, ça c'est possible. Mais quand on regarde aussi Gao, parce que Gao c'est Gao, il faut voir comment ça se fait. Un véhicule à l'intérieur de Gao qui arrive à avoir, comme l'a dit mon frère, une tonne d'explosifs qui a pu être caché et qui arrive à un MOC que tout le monde connaît. Le MOC, on pense qu'à partir du moment où c'est des frères qui se retrouvent, le danger ne peut pas être là, parce que je ne vois aucun mouvement qui aura le plaisir de cibler ses propres éléments qui sont à l'intérieur des camps parce que ce sont des compagnons d'armes. La question ne se pose pas. Et pourtant, voilà ce qui défie qu'au MOC, c'est des combattants aujourd'hui de la CEMA, de la plateforme, des éléments du gouvernement et d'autres personnes qui sont là pour le service qui ont été victimes de ça. Donc la question, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que Gao connaît une situation très difficile. Il faut qu'il y ait une coopération. Il faut que le système de la sécurité, tel qu'on le dit sur l'ensemble, parce qu'on a vu Gao s'élever aujourd'hui pour dire que Barkhane ne sécurise pas comme il le faut, la MINUSMA ne joue pas son rôle et que les FAMA, on ne les donne pas les moyens de pouvoir s'exprimer eux-mêmes sur le terrain parce qu'ils ont la capacité opérationnelle. Mais est-ce que ça ne nous ramène pas justement au préalable dont parlait Boubacar Bokoum, le DDR avant justement d'en arriver aux patrouilles mixtes? Non, le DDR n'a rien à voir avec qu'il y ait DDR ailleurs ou bien qu'il y ait DDR à Tessalit ou à Gao, ainsi de suite, pour éloigner le temps. C'est des fils de ce pays qui vont se retrouver. Donc la question ne se pose pas. Le cantonnement et le processus, c'est très clair. Ce n'est pas... Ici, c'est un regroupement de combattants dans un site de cantonnement qui relève de la responsabilité du gouvernement du Mali, puisque c'est l'armée, c'est le ministère de la Défense qui pilote ça, et qu'il y a un incident sécuritaire qui a amené une dérive telle. Je pense qu'il faut analyser avec froideur. Merci Firoun Maïga. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le Mali endeuillé avec cet attentat suicide dans le camp du Mok à Gao. Nous allons écouter justement cette réaction d'un habitant de Gao avant de poursuivre avec cette émission. Je le dis autrefois, ça ne va pas à Gao. Le véhicule a fait au moins 2 heures de temps ici, ça s'arrête. Parce qu'il n'y a personne parmi les gens de MINUSMA qui s'arrête au sentinelle. Il n'y a pas quelqu'un. Le moment où le véhicule était là, à peu près 2 heures de temps. D'un peu de temps, le véhicule a continué pour rentrer là où il y a les éléments. On va voir maintenant, il y avait combien? Presque tout le monde est parti en l'air. Et on ne voit pas ce que le MINUSMA, mais on ne voit pas son intérêt, ce qu'ils font ici. La mort après le médecin, qu'est-ce que ça fait? On a marre. Vaut mieux qu'ils n'ont qu'à plier leurs bagages et rentrer. Vraiment, mais on n'a pas besoin de, ils n'ont qu'à continuer. Vraiment, ils n'ont qu'à laisser Gao. Nous, on va prendre notre sécurité pour nous-mêmes personnellement. On n'a pas besoin de ni Barkhane ou quelque chose. Sinon, un véhicule qui fait 2 heures de temps arrêté ici. Hein? Comment vous êtes là? Vous disiez que vous avez tous les caméras du monde sur Gao. Et vous voyez des choses qui se passent. À la dernière minute, vous venez là. On n'est pas content du tout. Alors, Boubacar Bokoum, vous entendez le ras-le-bol justement d'un citoyen de Gao, d'un habitant de Gao. Et le ministre français de l'Intérieur, Bruno Leroux, a déclaré que cette explosion est un attentat majeur, avec une symbolique très très forte. Je partage toute la peine de cet habitant de Gao, son ras-le-bol, je le comprends, mais tout le temps est dit qu'il faut savoir raison garder. La MINUSMA, la Barkhane, c'est vraiment des partenaires qui sont venus nous aider. Nous avons toujours besoin de ce partenariat avec les Nations Unies et nos partenaires qui nous accompagnent. Maintenant, ce qui est réel, c'est vrai que nous avons un gros déficit en termes de renseignement, en termes de communication, entre les différentes composantes. Et en plus de ça, je pense que le commandement, on doit l'interroger quand même, parce que quand M. Maïga dit aujourd'hui que c'est sous la responsabilité de l'armée malienne, mais c'est inadmissible que, vu les difficultés d'ailleurs qu'il vient d'évoquer pour la mise en œuvre du MOC, et qu'on puisse installer le MOC et qu'on ne comprenne pas qu'il y a les ennemis de la paix qui seraient tentés. Le Mali n'est pas totalement sécurisé, donc il faut prendre des dispositions, il faut anticiper. Il ne fallait pas attendre que l'on soit attaqué pour réagir. Parce que quand on fait un cantonnement déjà en termes militaires, on est déjà une cible, parce que vous êtes statique. Donc il fallait prendre quand même des dispositions pour que ce camp ne puisse jamais être attaqué et que le service de renseignement puisse fonctionner correctement. Maintenant, quand la population se plaint de la MINUSMA, c'est vrai que aussi à ce niveau, il y a un problème de coordination. Entre Barkhane, MINUSMA et l'armée malienne, il y a un déficit. Il faut le reconnaître. Maintenant, on interpelle les autorités. Il ne s'agit pas de dire que Barkhane et MINUSMA ne sont pas nécessaires, mais quand même, il faut une très bonne coordination, une bonne organisation. Et l'on voit aussi que les patrouilles du MOC ont quelquefois été reportées pour des raisons de sécurité. L'opérationnalisation de ces patrouilles mixtes qui devaient commencer avant-hier, ensuite hier et aujourd'hui. Ça veut dire que jusque-là, ils ont du mal à mettre le mécanisme en place et qu'il soit efficace et opérationnel. Mais ce que je voudrais dire, si déjà le MOC se sent en insécurité dans les patrouilles et qu'on reporte même des patrouilles pour ces différents motifs, ça veut dire que le danger il est réel. C'est pourquoi je parlais tantôt d'un désarmement réel, parce qu'il faut aujourd'hui que tout le monde dans cette zone dépose les armes. Cela doit être clair. On ne doit pas aller au MOC. Tout le monde, y compris les FAMA? Non, les FAMA, c'est l'État. Donc je parle des groupes armés. Et maintenant, la recomposition des différents groupes qui va constituer le MOC ira en patrouille pour débusquer les quelques éléments égarés. Mais si on a encore des gens en armes dans certaines zones qu'on n'a pas pu totalement sécuriser, mais ce serait risqué quand même d'envoyer ces patrouilles avec peut-être très peu d'équipement. Il faut une logistique derrière. C'est là où je pense que Barkhane et MINUSMA doivent sérieusement appuyer le MOC en termes de logistique, en termes de tout ce qu'il y a comme appareil visuel et tout ça, ben, ils doivent accompagner le MOC. On ne doit pas laisser juste l'armée malienne et puis la SEMA et la plateforme aller à cet exercice alors que Barkhane et MINUSMA n'apportent pas toute la logistique nécessaire pour leur sécurisation, leur visibilité sur l'espace opérationnel. Merci Boubacar Bokoum. Ilad Ag Mohamed, un des porte-parole de la CMA, est également en ligne avec nous. Alors Ilad, dites-moi, est-ce qu'une infiltration justement au sein du MOC aurait été possible? Mais je crois, oui, sans infiltration, les drames n'allaient pas survenir. Moi, je crois qu'il faut interroger les systèmes sécuritaires mis en place.
À mon avis, il y a tellement de défaillances dans le système du début à la fin. Je crois qu'aujourd'hui, on ne doit pas réunir des hommes dans un camp, des centaines d'hommes dans un camp, sans des dispositions sérieuses. Pourquoi se presser de mettre les gens dans une caserne avec tous les problèmes que cela suscite? Les MOC, depuis quelques semaines, les MOC ça ne fonctionnait pas. Il y a tantôt des soldats qui ont des revendications, etc. Donc, en réalité, c'est pratiquement à l'image même de tous les processus de mise en œuvre de cet accord, très sérieusement. Permettez-moi de le rappeler. Alors, si on n'a pas les moyens de sécuriser des hommes, autant les laisser, je ne sais pas moi, dans un environnement où chaque équipe va se sécuriser en attendant que les conditions véritables soient réunies pour rendre les MOC opérationnels. Donc vous pensez que les conditions, vous pensez que les à mon avis. Vous pensez que les conditions donc d'opérationnalisation du MOC ne sont pas encore réunies? Mais elles ne sont pas réunies, ça je crois que tout le monde vous le dira. Elles n'ont pas été réunies parce que les hommes sont là, les hommes se sont réunis. Il y a eu d'abord beaucoup de problèmes bien avant avec des gens qui s'opposaient à ce MOC pour qu'ils voulaient être pris en charge dans les MOC. Et ensuite, quand ils sont arrivés, il y a des soldats qui étaient mal nourris ou qui n'étaient pas dans des conditions décentes. Et ensuite, il y avait un problème de rémunération. Ensuite, il y a des problèmes il y a beaucoup d'autres mesures qui pouvaient être réglées avant de regrouper les hommes. À mon avis, il faut le premier responsable dans cette affaire, c'est-à-dire, je crois que l'affaire est à deux niveaux. D'abord, l'État devait régler toutes ces questions d'ordre, si vous voulez, logistique, tout ça. Et ensuite, l'aménagement et puis le Barkhane doivent aussi établir une chaîne de sécurité bien coordonnée pour pouvoir sécuriser ces hommes dans les camps. Merci beaucoup. Restez avec nous, Ilad Ag-Mohamed, porte-parole de la CMA. Paul Ben, dites-moi, est-ce que cela sous-entend justement cette attaque, cet attentat sous-entend que la capacité de nuisance des terroristes reste encore très très forte? Paul Ben, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je n'ai pas saisi. Oui, je vous entends très bien. Je n'ai pas saisi le début de votre question. Alors, est-ce que cette attaque, justement, sur le camp du MOC à Gao sous-entend que la capacité de nuisance des terroristes reste encore très très forte, spécifiquement dans le nord du pays? Évidemment, la capacité de nuisance, elle n'est pas seulement présente ou restreinte dans le nord du pays, mais c'est un peu partout dans le Mali. Je crois que l'attentat d'aujourd'hui nous a prouvé cela. Comme je l'ai dit, je le dis toujours, c'est une piqûre de rappel. Ils sont toujours là, qui sont prêts à commettre les actes les plus ignobles à tout moment, et qu'on ne doit pas dormir sur ses lauriers. Maintenant, le porte-parole de la CMA, je le comprends. Et il reste sur la ligne que la CMA a toujours gardée, en disant que ce processus n'est pas bien conduit. Quand il dit qu'il faut laisser les éléments dans leur environnement pour qu'ils se sécurisent, moi je crois que c'est pour dire qu'on ne doit pas commencer quelque chose. On doit commencer par quelque chose. Non, mais est-ce que l'attentat de ce matin ne lui donne pas justement un peu raison? Pas du tout. Pas du tout, je ne crois pas. Parce que si vous ne cantonnez pas les gens, comment vous pouvez les désarmer? Si vous ne cantonnez pas les gens, comment est-ce que vous pouvez les intégrer? Mais Paul Ben, il ne s'agit pas ici de cantonner qui que ce soit. Il s'agit ici de mettre en œuvre justement ce mécanisme opérationnel conjoint. Oui, le cas du MOC à Gao, vous le connaissez certainement pas. Le cas du MOC à Gao, ce n'est pas la forteresse du camp de Barkhane ou je ne sais pas le cas de l'aménagement. C'est un cas, c'est quelque chose qui vient de débuter. L'entrée n'est pas celle du camp de Barkhane. Il faut commencer par quelque chose. Je crois que l'attentat d'aujourd'hui, c'est vrai, il est déplorable. Mais si on reste là pour dire qu'il faut mettre en place toutes les conditions, est-ce que les conditions sont réunies au camp de Tati? Sont réunies au camp du Gao?
à l'armée régulière. Non, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par réunir les gens. Il faut commencer par rassembler les gens, les faire accepter, parce que c'est la même qui commet des attentats. C'est la même qui... Je termine, laissez-moi terminer. C'est la même qui commet des attentats. C'est la même qui commet des actes innovants sur les actes routiers. Ce sont ces gens qui sont en armes, qui vadouillent un peu partout. Et il faut les faire accepter de se rassembler, de se démobiliser, de se désarmer pour que le processus soit enclenché. Si vous les laissez comme ça dans la dette, qu'ils se sécurisent eux-mêmes. Alors, nous allons demander à la technique de peut-être essayer de rejoindre Paul Ben sur un autre numéro. La liaison semble quelque peu mauvaise. Alors, Firoun Maïga, cette attaque intervient justement moins d'une semaine après le sommet Afrique-France et après plusieurs déclarations de ces chefs d'État sur les mesures à prendre dans la sécurité. Alors, François Hollande a d'ailleurs déclaré que aucun groupe terroriste n'a une opérationnelle, ainsi je le traduis un peu en ces mots. Et est-ce que cet attentat de ce matin, justement, qui intervient dans ce contexte-là, d'après ce sommet, ne nous donne pas un symbole un peu plus grand? Oui, merci beaucoup, mais il faut relativiser. Excusez-moi. Le principe du MOC et le MOC en ce qui le concerne, et il faut revoir l'accord. C'est une volonté politique des partis engagés à l'accord qui ont décidé de mettre en place ce mécanisme opérationnel. Et c'est pour cela que vous voyez que la communauté internationale n'est pas partie prenante du MOC. Donc le MOC est supposé inclusif national. Alors, à ce titre, chaque parti, dans son engagement, devrait apporter ses hommes, ses armes et ses moyens pour des patrouilles mixtes. Ce n'est pas un cantonnement où on vient désarmer des gens comme le cantonnement des différents sites. Il faut relativiser ça. Mais compte tenu des problèmes posés, il faut le dire, le gouvernement étant responsable de la mise en œuvre de l'accord, a créé des conditions autant satisfaisantes ou non pour que le MOC de Gao puisse démarrer. Au-delà de tout ce qui a été dit et fait par volonté manifeste d'aller ou de ne pas aller. Maintenant, la question ne se situe pas sur la préparation logistique du MOC, l'emplacement du MOC, les moyens militaires, les moyens qui ont été mis en place pour le faire. Et ça, je pense qu'un autre débat le ferait, ou bien le responsable ou le gouvernement dirait quelles sont les conditions qu'ils ont remplies. Alors, finalement, le MOC est sous la responsabilité de qui? De la communauté internationale, du gouvernement? Du gouvernement. Le chef du MOC est un officier supérieur de l'armée régulière. Le colonel Rissa Al-Sidi Mohamed, d'ailleurs, qui devait participer à cette émission, compte tenu de ses impératifs. Il est assisté d'un officier supérieur de la SEMA et de la plateforme. Donc il faut savoir que c'est les trois qui décident de la mise en œuvre réelle, pratique de cela. Donc, et la SEMA et la plateforme et le gouvernement sont tous concernés. Je veux juste qu'on clarifie pour ne pas qu'on pense que c'est une seule partie qui a le droit d'aller plus loin. Au-delà du fait que nous sommes maliens, nous sommes au Mali, et c'est le pouvoir, c'est le pays, donc la grande partie relève effectivement de la responsabilité du gouvernement, et c'est ce que l'accord dit. Maintenant, j'ai entendu la déclaration de Hollande, j'ai entendu la déclaration de l'ensemble de la plupart des présidents. Et je l'ai toujours dit dans votre antenne, c'est vrai, la déclaration de François Hollande me fait chaud au cœur, mais la réalité de Gao, la réalité de Tombouctou, de Ménéka et de Kidal et de Taudeni, c'est tout autre. Les gens sont en insécurité totale. L'armée malienne n'arrive pas, même dans les villes, à assurer le minimum de sa mission fondamentale qui est la mission de protection des personnes et de leurs biens. Parce que toutes les fois que l'armée malienne voudrait faire ce devoir, vous avez d'autres forces qui impliquent pour dire que non, ce n'est pas son devoir parce que l'accord dit qu'il faut le faire ensemble. C'est une faille. Mais que la communauté internationale, soit Hollande qui a appuyer le Mali pour que nous sortions de cette situation n'arrive pas au bout de l'effort qu'on attend de la France et on attend de la communauté internationale qui est d'accompagner le Mali et l'ensemble des structures concernées pour que la stabilisation telle qu'on le souhaite puisse se faire. J'ai entendu les présidents exprimer leur... Mais le cas du Mali n'est pas le seul. Le Mali est exposé à cette situation terroriste, le Niger est exposé, le Tchad est exposé, le Cameroun, le Nigeria. Nous avons un peu partout une situation comme ça et que vous connaissez bien, des gens qui ne sont pas partie prenante de l'accord, mais qui... L'Europe elle-même d'ailleurs qui n'échappe pas, hein?
Hein? L'Europe elle-même d'ailleurs qui n'échappe pas aux attentats. Mais bien sûr, ils ne sont pas de l'accord, ils sont là, ils sont partout. Et même à Bamako, ils sont à Bamako. Et il ne faut pas dire que je ne le souhaite pas. Mais si le cas de Gao est un cas déplorable, occulter le fait que ce qui s'est passé à Gao ne puisse se faire comme ça s'est passé ici. Donc, je pense qu'il faut que la communauté internationale accompagne le Mali. Il faut que l'engagement pris par l'ensemble des parties concernées par rapport à l'accord soit un engagement réel, politique réel. Et il faut que le gouvernement donne la lecture nécessaire pour mettre en confiance l'ensemble des parties. Je pense que c'est dans cet équilibre-là que les populations vont se revoir, se reconnaître dans une situation de gestion. Mais il est de la responsabilité de l'État malien de sécuriser les populations et leurs biens. Ça, c'est une clarification qu'il faut donner. Donc c'est à l'État malien de créer les conditions nécessaires pour sécuriser les populations et leurs biens. Seul l'État malien, ce n'est pas Hollande qui va le faire, ce n'est pas un autre président qui va le faire, c'est notre gouvernement qui doit s'assumer. Merci Firoun Maïga. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue qui parle de l'attaque suicide donc dans le camp du MOC à Gao. Boubacar Bokoum, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui justement un risque de méfiance qui va s'installer entre les éléments même du MOC, à savoir la plateforme, la CMA et les FAMA après cette attaque sanglante? Non, je ne pense pas qu'il y ait une méfiance, qu'une méfiance puisse exister entre les trois partenaires. Il s'agira maintenant de savoir quelle est la communication que le gouvernement va avoir vis-à-vis des différents intervenants. Aujourd'hui, une fois qu'une enquête est diligentée, qu'on saura pourquoi cela est arrivé, il n'y a pas de raison de suspecter un groupe de quoi que ce soit, comme M. Maïga vient de le dire tout à l'heure. Aucun de ces trois protagonistes n'a intérêt à faire échouer le MOC. Donc ce serait difficile que je puisse penser que c'est la plateforme ou quelqu'un de la CEMA qui a perpétré cette attaque. Je suis plutôt pour un groupe terroriste, et voilà, des groupes avec d'autres intentions de saboter le processus de paix. Mais je ne pense pas que la CEMA, la plateforme, l'État ait intérêt à ce que ce processus échoue. Donc aujourd'hui, il est quand même important que ces trois groupes puissent dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce que le système sécuritaire a capoté. Qu'on ait le courage de se dire la vérité et de trouver des mécanismes qui nous éviteraient ce genre de drame. Merci Boubacar Bokoum. Iladag Mohamed, vous êtes un des porte-parole de la CMA. Quel sera ou quel pourrait être justement l'impact de cet attentat sur le MOC et sur le processus de paix en général? Moi, je crois que forcément, cet attentat, il sera de nature un peu, si vous voulez, casser l'élan du MOC qui n'était pas déjà très luisant. Donc, je ne sais pas trop. Je crois que est-ce que ça ne pourrait pas plutôt renforcer les liens entre les gens qui ont été victimes, à savoir les différents groupes armés et les FAMA? Est-ce que ça ne pourrait pas contribuer à renforcer également les liens? En réalité, ce n'est pas un problème de lien. C'est-à-dire les drames d'aujourd'hui, nulle part quand vous allez l'évaluer, ça ne vient pas d'une faille entre les parties à l'accord. Loin de là. Et je crois qu'il faut que les gens sachent situer les problèmes. C'est tellement banal. La faille ne vient pas de là. C'est un système sécuritaire général. Les camps du MOC n'étaient pas bien sécurisés. Point final. Il faut prendre des mesures pour les sécuriser. Maintenant, quant à dire que ça va jouer forcément, ça aura un impact. Et je crois que c'est l'occasion pour les partis d'imaginer des nouvelles stratégies. Je reviens toujours pour dire que le gouvernement, il est le premier responsable. Franchement, je ne crois pas que dès le début de ces mécanismes, et que tout le monde doit pouvoir encourager et puis mettre sur pied, on ne doit pas tomber dans les problèmes dès au départ. À mon avis, l'État doit prendre toutes les dispositions pour que
pour que les conditions soient réunies pour les militaires, pour que la sécurité règne et puis pour démarrer rapidement les mécanismes. Alors, dites-nous un peu quelle ambiance prévalait justement entre les différentes parties déjà dans ce cas. Est-ce qu'il y avait une bonne entente entre les FAMA, la plateforme et la CMA au sein du MOC? Mais bien sûr, le problème n'existe pas. Dès le moment où les différentes parties ont accepté d'envoyer leurs éléments, vivre dans le même camp, ça y est, écoutez, nous sommes des hommes civilisés, je parle de toutes les parties, il y a des choses qu'on sait dépasser. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est rose, mais quand on est dans un camp, chacun sait pourquoi il est venu. Dans tous les cas, on est venu pour des patrouilles mixtes. Il y a des soldats qui m'ont dit que vraiment, entre nous, vous ne pouvez même pas savoir qui est qui. Les gens sont ensemble, ils dorment ensemble. Des anciens amis se sont retrouvés. Un soldat qui quitte Kidal, qui retrouve un de ses soldats qu'il a perdu de vue depuis très longtemps. Voilà. Donc, le problème ne se pose pas là. C'est pas là le problème, s'il vous plaît. Le problème, c'est un problème de gestion rapide de tout ce qui est prévu, les différents arrangements sécuritaires prévus pour rendre le MOC opérationnel. Il ne faut pas chercher les poux dans une tête rasée, vraiment. Merci beaucoup, Ilad, pour cette belle métaphore. Alors, Paul Ben, est-ce que vous m'entendez? Alors, Paul Ben n'est pas avec nous. Alors, il y a eu justement, Firun Maïga, une réunion du Conseil de sécurité qui s'est réunie ce matin à la demande de la France pour sanctionner les retards dans l'application de l'accord de paix signé à Alger, des sanctions ciblées. Est-ce que ça pourrait aider à faire avancer les choses, notamment du côté du mécanisme opérationnel conjoint? Oui, je pense que la communauté internationale, le Conseil de sécurité va cibler, ils vont prendre les décisions, ils vont vouloir menacer, mais la réalité reste le Mali, c'est le Mali. C'est le Mali. Vous pensez que ce sera de la poudre aux yeux, ça n'aura pas d'impact? Mais voilà ce que je dis. Et je relance les propos de mon frère, ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de problème entre nous. Simplement, vous avez vu le communiqué conjoint gouvernement, c'est ma plateforme pour pouvoir coordonner ça, ça montre qu'il y a ça. Mais c'est vrai que chaque parti, si vous l'interrogez... D'aucuns diraient que c'est juste politique, qu'il y a un communiqué conjoint entre les partis. Mais tout est politique dans cette affaire, même l'accord est politique. Si l'accord n'a pas été politique, les fondements de l'accord ne vont pas reprendre. Aujourd'hui à Gao, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le MOC à Gao, vous avez la population de Gao, mais à Gao, il y a des courants aujourd'hui qui ont toujours réagi contre la mise en œuvre de l'accord, contre le MOC. Vous avez le Songé Gandaboré aujourd'hui qui s'est créé, qui est une diaspora qui aujourd'hui fait effet parce qu'elle va sur des valeurs réelles en se disant voilà, les régions du Nord échappent au contrôle du Mali, échappent au contrôle des populations et c'est nous qui sommes victimes. Bon, c'est des réalités. Vous avez des problèmes qu'on ne veut pas intégrer dans la dimension. Si réellement le MOC, le gouvernement, les populations, les responsables civils, politiques, religieux, et que ce soit les mouvements eux-mêmes, ça c'est ensemble pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à Gao, à Kidal et à Tombouctou les choses aillent bien, il y a des dynamiques, il faut que l'État les renforce. Mais je pense que la mer, il ne suffit pas de sanctionner. Il faut mettre en confiance toutes les parties, y compris les populations, y compris les notabilités de ces régions, y compris les personnes pour lesquelles nous, mouvements, nous avons dit, nous avons été marginalisés, nous avons... C'est là qu'il faut répondre. Tant que ces quatre acteurs ne sont pas ensemble pour voir la démarche qu'il faut faire, bon, ceux qui veulent toujours détruire le Mali, diviser le Mali, bon, feront la bonne sauce. Aujourd'hui, c'est comme ça. Rapidement, comment rendre opérationnel aujourd'hui, très rapidement, le MOC à Gao dans ce contexte-là? Je pense que le plus important, c'est que le gouvernement assume sa responsabilité en réunissant l'ensemble des partis et la communauté internationale. Je pense qu'à cela, il faut que le gouvernement aille au-delà pour intégrer dans cette discussion les notabilité de ces régions pour comprendre comment est-ce qu'eux ils perçoivent. Est-ce que le MOC est une menace? Est-ce que le MOC est une partie intégrante du processus auquel ils adhèrent? Quel est le mécanisme qu'il faut mettre, que ce soit au nord et au sud? Et il faut que quelque part les Maliens se prononcent sur l'effectivité du MOC et qu'on ne le diabolise pas. Parce que du MOC, on crée d'autres instincts et on fragilise d'autres aspects et les gens se retrouvent dans un environnement où on se dit, bon, pourquoi la région de Kidal est toujours sur la défensive? Parce qu'elle se dit, bon, on ne veut pas la comprendre. Voilà. Il a fallu que, qu'est-ce qu'on a fait comme effort pour que Kidal arrive au MOC?
Quels sont les efforts qu'ils n'ont pas? Des discussions, mais ils ont alerté, ils ont dit, est-ce qu'on a pris en compte les préoccupations, ce qu'on a dit? Même au niveau de Gao, le MOC, dans la répartition, il y a tellement de dessous que seule la SEMA, la plateforme, le gouvernement ne peut pas régler tant que d'autres acteurs qui vivent le problème ne disent pas leur oui et leur non. Excusez-moi, mais je pense que cette fois-ci, c'est une situation exemplaire, c'est ce que nous voulons qu'on déplore, mais je pense qu'il faut se ressaisir et c'est de la responsabilité du gouvernement de réunir ses fils et de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Merci Firoun Maïga. Alors Ilad Ag Mohamed, comment rendre opérationnel très rapidement le MOC dans ce contexte Bon, en réalité, je l'ai dit, en réalité c'est compliqué. D'abord, le choc est tellement grand. Et Firoun vient de le dire, il faut voir ce qui n'a pas marché. Est-ce que l'architecture, est-ce que tout est suffisamment préparé pour mettre en marche ce MOC? Est-ce que les choses ne sont pas, on n'a pas forcé ce MOC pour qu'il soit opérationnel pendant que les moyens ne sont pas réunis, je ne sais pas moi. Moi je sais que ces questions généralement, nous, elles sont discutées au niveau de la commission technique de sécurité. On a des officiers qui ont tellement émis à chaque rencontre, ils produisent un procès verbal de rencontre. Ils ont fait tellement de propositions. Concrètement, je crois qu'ils sont les mieux placés. Non mais selon vous, après cette attaque-là, déjà il y avait des problèmes pour l'opérationnalisation du MOC, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour mettre le MOC sur place et qu'il soit opérationnel? Moi, je ne saurais vous le dire. Je ne peux pas inventer tout de suite une solution, mais je sais quand même que le secret, la clé du succès, c'est d'amener les partis à discuter d'une manière sérieuse, profonde, et que désormais les uns et les autres respectent leurs engagements. C'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, quant à vous donner je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut exactement pour que le MOC fonctionne. Il y a des hommes qui s'occupent de ça, ils sont les mieux placés. Et je suis sûr qu'on va en discuter prochainement pour essayer d'arrêter quelque chose. Merci Ilad Ag Mohamed. Alors Boubacar Bokoum, mais en une minute très rapidement, finalement, si les hommes armés sont la cible d'attaques de ce genre, à quel sein se vouer? Je dirais juste qu'il faut qu'on se ressaisisse. Il ne faut pas paniquer totalement. Je pense que c'est une action qui doit permettre au gouvernement aujourd'hui de se réveiller, de comprendre que le défi sécuritaire il est encore d'actualité et que le MOC, de mon point de vue, est déjà opérationnel. Il y a des difficultés d'application et tout ça, mais je ne doute pas de l'opérationnalité du MOC déjà. Mais maintenant, c'est de le renforcer, comme il l'a dit, dans une technique de bonne communication, que les gens s'approprient les différents instruments qu'on met à leur disposition. Parce que c'est ça aussi le déficit au Mali. On fait des choses, mais on explique très peu. Les gens s'approprient très peu de ce qui aurait dû être leur propriété. Donc je pense qu'il faut aller à cet exercice, se parler. Je pense que tout ira pour le mieux. Vous êtes confiant quant à l'avenir justement du MOC? Très très confiant. Je suis très certain que très rapidement. Vous êtes d'accord avec Firoun quand il parle d'inclure aussi les notabilités? Mais tout le monde, ils sont tous des Maliens. Mais c'est une valeur ajoutée. Est-ce que le MOC ne souffre pas un peu de manque de communication? Ce n'est pas seulement le MOC. C'est pourquoi je dis que le Mali, déjà dans tous les processus, ce n'est pas seulement le MOC. Même l'accord de paix, il souffre de communication. Il y a beaucoup qu'aujourd'hui, je rencontre plein de cadres qui n'ont même pas encore lu l'accord. C'est une aberration. Il faut que les gens ils le lisent, qu'ils le comprennent, qu'ils critiquent, qu'ils donnent leur opinion. Il y a des choses, c'est vrai, c'est écrit, mais dans l'application, on peut avoir des mécanismes typiquement maliens qui peuvent aller au résultat escompté par les Occidentaux, mais pas dans leur conception essentielle. Donc nous avons des façons d'être, nous avons des façons de nous parler. Un Touré, un Maïga, ça se parle d'une autre façon. C'est pas comme en Occident, on pense que voilà, il faut parler sec, mais nous avons nos habitudes, nos façons d'être. Donc il y a des très bonnes techniques, les communicateurs traditionnels, les chefs de village, il y a des relais qui sont là. Il suffit juste de les valoriser, de les respecter. Parce que souvent, vous amenez des processus, les gens pensent que bon, ils l'ont fait, bon, ça les engage, et qu'ils n'ont qu'à le réussir tout seul. Voilà un peu le mécanisme dans lequel on est, mais il faut qu'on se parle franchement.
dans les yeux, ce qui n'a pas marché, on le corrige. Merci beaucoup, Boubacar Bokou. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez la retrouver sur www.studiotamani.org. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. À la mise en onde, il y avait Phili Dambélé. Régie vidéo, Salim Diouara. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour une autre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.